Dans le sud de la France, Bugarache dans l'Aude, 200 habitants. Un petit village dont la réputation a fait le tour du monde. Car certains en sont convaincus, pour échapper à l'apocalypse, c'est ici qu'il faudrait se réfugier. Car le pic qui surplombe le village dissimulerait un grand mystère, bien connu des habitants de Bugarache, comme Danielle, la restauratrice du village. Mais les bruits qui courent sur le pic de Bugarache, c'est donc un site d'atterrissage pour les ovnis, un site de construction d'ovnis. Ça fait depuis 1 an et demi, donc la rumeur a couru. Et puis bon, avec Internet, forcément, ça fait le tour de la planète très très vite. Comme quoi Bugarache serait un des seuls endroits sauvés lors de la énième fin du monde le 21 décembre. Jean-Michel est sincèrement convaincu que tout cela est vrai. Et selon lui, le pic de Bugarache est la clé de tous ces mystères. Voilà pourquoi certains pensent que la montagne sera épargnée par l'apocalypse. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a ici, sous la montagne? Alors, il y a probablement de grandes grottes sous la montagne qui abritent des objets qui viennent de l'espace, peut-être même des personnes endormies ou mortes. Il y a certainement quelque chose qui vient de l'espace et qui a au moins 40 000 années. Au moins. Après, il y aurait d'après mes recherches et les recherches d'un ami qui est décédé, l'entrée, le tombeau du Christ serait potentiellement quelque part là, exactement dans cette forêt de pierre, là, dans cette forêt de pierre. Il y aurait une grotte ouverte là, quelque part par là, qui permettrait de rentrer donc sous le Bugarache. Et là, il y aurait une salle dont une partie en pierre a été évidée. Donc, ils ont rabaissé le sol. Sur cette dalle en pierre, il y aurait le corps de Jésus intact. Et au fond de cette salle, il y aurait un puits, qui est fermé par une dalle ronde. Et si vous descendez dans ce puits, en dessous se trouverait une grande grotte dans laquelle il y aurait une trentaine de dépouilles de rois Visigoths avec leurs trésors alignés. Depuis 30 ans, ce Parisien, cadre dans la fonction publique, consacre tout son temps libre à fouiller la région. Il le fait avec un ami qui a souhaité garder l'anonymat. Nous l'appellerons Dominique. Pour ces deux hommes, le pic de Bugarache est un lieu sacré où se sont croisées toutes les civilisations. On cherche l'entrée d'un temple très ancien d'origine égyptienne dans lequel il pourrait y avoir des restes ou même un tombeau concernant la déesse Isis et gardé par le dieu Bès. Et c'est pour ça que la vallée s'appelle Bésis. Donc, Bès et Isis. L'entrée du temple serait à l'intérieur de cette grotte. Et si Jean-Michel est convaincu que des dieux égyptiens sont cachés là, c'est parce que c'est son ami qui lui a indiqué l'emplacement. Pour nous faire comprendre à quoi peut ressembler ce temple, Dominique et Jean-Michel nous amènent dans une autre grotte, située un peu plus haut sur le pic. Un endroit impressionnant qu'ils ont surnommé la cathédrale. En fait, cette grotte est comme un appartement témoin. On va dire que c'est une grotte témoin qui vous permet de voir la taille des grottes que nous recherchons. Sauf que celles que nous recherchons, elles sont bouchées. En 30 ans de recherche, les deux compères n'ont jamais rien trouvé. Le pic de Bugarache fascine, mais certains commencent à ne plus supporter que leur village soit sous les feux des projecteurs. C'est le cas de Jean-Pierre Delors, le maire de Bugarache, qui n'en peut plus de ces touristes du paranormal. Et il n'attend plus qu'une chose, que la date fatidique soit enfin derrière lui. Le 21 décembre passera et ensuite nous reviendrons les pieds sur terre pour apprécier la beauté de notre site. Mais en attendant, Jean-Pierre Delors doit composer avec des demandes très particulières. Je vais vous mettre le répondeur. Des individus persuadés qu'à Bugarache, ils échapperont à la destruction de la planète. Oui, bonjour, ça me déranger. Je vous appelle pour savoir si les abris anti-atomiques étaient créés à Bugarache pour la fin du monde. Je vous rappellerai demain. Merci. Mercredi 14 novembre. Ouais,
Bugarache. Bon, j'ai vu que les planètes étaient en train de s'aligner là. J'aurais voulu savoir quand est-ce que le grand vaisseau était prévu, fini de construire là, pour qu'on puisse s'en aller avant le cataclysme là. Bon, allez, à bientôt. Jean-Pierre Delors prend ses appels très au sérieux, car il redoute que très bientôt, son village soit pris d'assaut par les illuminés de la fin du monde. S'il y avait des centaines de personnes qui viendraient ici au village, on se retrouverait, nous habitants, un peu submergés. Des craintes partagées par les pouvoirs publics qui ont dû mettre en place un dispositif spécial fin du monde. Alors 48 heures avant le grand jour du 21 décembre, Éric Fresslinard fera du Bugarache une zone interdite. Voilà, donc on a la montagne ici de Bugarache qui sera interdite aux randonneurs. Tout autour, une centaine de gendarmes se tiendra prêts à intervenir en cas de coup dur. Si le village était débordé, nous serions contraints d'empêcher les gens d'y accéder, évidemment pour des raisons de sécurité. Mais pour l'instant, les lieux sont toujours accessibles aux amateurs de surnaturel et à tous ceux qui exploitent leur crainte de fin du monde pour gagner de coquettes sommes. À Bugarache, pour découvrir les dessous du business de l'apocalypse, nous nous sommes rendus incognito à un stage de préparation à la fin du monde. À Bugarache, pour découvrir les dessous du business de l'apocalypse, nous nous sommes rendus incognito à un stage de préparation à la fin du monde. Parce que vous faites le stage. C'est ça. Oui, ben nous aussi. 8 personnes sont inscrites, attirées par la magie qui se dégagerait des lieux. Et pendant une semaine, cet homme au t-shirt rouge sera notre guide. Mais avant d'être initié au grand secret de Bugarache, il faut s'acquitter de formalités bien terre à terre. 500 € par stagiaire. Ok, alors, tu as besoin de monnaie, c'est ça peut-être? Cela fait au total 5 000 € dans la poche de Serge, qui organise ce genre de stage dans toute la France. C'est une espèce d'évidence et de réalité. Il y a des énergies extraterrestres et intraterrestres assez puissantes ici, puisque les gens qui habitent ici savent que régulièrement il y a des phénomènes très liés à des déplacements extraterrestres qui se passent, et en particulier le Bugarache est un endroit très connu pour ça. Autour de Serge, un public tout acquis à ces théories excentriques. Des enseignants, commerçants ou retraités à la recherche de surnaturel. Je suis très intéressé par tout ce qui est les fréquences vibratoires, l'univers des vibrations, les thérapies quantiques, enfin, tout ce qui est justement non enseigné par la médecine actuelle. Ils vont passer toute une semaine ensemble à Bugarache et ce stage s'annonce plein de surprises. Dès le premier jour, nous partons à la recherche des êtres mystérieux qui peupleraient les lieux. Et pour cela, il y a des règles strictes à observer. Ce que je vais vous proposer, c'est juste de prendre conscience de votre respiration et de rester avec vous-même, c'est-à-dire de ne pas parler. Nous marchons donc en silence dans la nature, quand un filet d'eau tire la troupe de son mutisme. Et avouez que c'est pas commun, regardez cette eau irisée. C'est merveilleux, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ça sort vraiment du commun. Mais si c'est une huile naturelle. Une source miraculeuse, ou peut-être une simple flaque d'huile de vidange. Mais pour nos stagiaires, pas de doute, cet endroit est bel et bien magique. Cette espèce de paix qui arrive, comme ça je trouve que là il y a une énergie de paix. Une énergie dont nos stagiaires doivent faire le plein dès que l'occasion se présente. Et ce plan d'eau semble être tout indiqué. Selon le maître de stage, ces méditations improvisées seraient un bon moyen de nous préparer à de dramatiques événements. Si effectivement il y a un événement majeur qui se passe sur la Terre, genre que les 3/4 de la Terre disparaît et qu'on fait partie du quart qui reste, on n'en sait rien, bon, ça peut arriver. C'est sûr que plus on va être préparé, c'est-à-dire plus on va avoir fait le travail sur nous,
plus on va s'être libéré de nos peurs et plus on va pouvoir prendre ça de manière très zen. Si on n'est pas niqué tout ça, on sera emporté en un quart de rien de temps, tu vois. Et si nous voulons faire partie des survivants, nous devrions nous rapprocher de la nature au plus vite. Car dans 3 jours, Serge a prévu de nous présenter les êtres surnaturels qui peuplent Bugarache. Dans le nord de la France, près de Lille, cet homme, lui, est déjà prêt à affronter les situations les plus extrêmes. Claude est surveillant dans un centre pour jeunes adultes. Et ce n'est pas le 21 décembre 2012 qu'il redoute, mais un autre type de menace qu'il juge imminente. Préparé à quoi? Ça peut être diverses choses, ça peut être des catastrophes climatiques, des mouvements sociaux importants et violents, ça peut être une guerre civile, ça peut être un 4e ou un 3e conflit mondial. Voilà, on se prépare à ça en fait. Un effondrement de nos sociétés, suivi d'un grand chaos. Alors chez lui, il a tout prévu pour tenir le choc, à commencer par ce stock de nourriture. Je choisis, point de vue nourriture, qui a un côté pratique, la ration de combat militaire. Là, il faut que j'ai 24 jours de nourriture pour moi tout seul, hein, tout en sachant qu'il y a 2 repas. Il y a 2 repas par boîte. Donc voilà, je vérifie mes dates de péremption et là, je suis bon. De la nourriture, un peu de matériel. Voilà, hein, ça va du duvet, des treillis, de la gamelle, du réchaud, de la goutte de survie. Du matériel de survie, mais plus surprenant. Claude a aussi son armurerie personnelle. Qui permet de faire double utilité, de se défendre et d'aller chasser. Donc toujours à la recherche de nourriture. Un fusil à pompe et un autre de sniper. Voilà, avec ça, vous descendez un sanglier à 150 ou 200 mètres. Hein. Et en cas de vraiment de guerre civile ou autre, mais en souhaitant que ça n'arrive jamais, ça me permettrait de saturer une zone. C'est-à-dire là, à 200 mètres, j'interdirais tout accès à quiconque. Des armes qu'il nous dit détenir en toute légalité. Et si Claude devait tout de même fuir de chez lui, là encore, il a tout prévu. Nous prenons la route vers un endroit que Claude veut tenir secret. Un camp de survie dans la campagne, où se réfugier en cas de catastrophe. Et son emplacement n'a pas été choisi au hasard. Là, il a été choisi parce que déjà, il est à 110 mètres d'altitude. Pour quelques inondations, voilà, avant d'arriver à 110 mètres, il faudrait quelque chose de gros et valable. Ensuite, on a des axes principaux ferroviaires et routiers qui passent à moins de 800 mètres, notamment le TGV et des lignes régulières de fret. À quelques kilomètres de là, dans un coin discret, Claude et ses amis survivalistes ont érigé ce camp retranché. Oh les têtes! Pourtant, vous avez l'habitude de vous lever. Hein. Une tente pour s'abriter. J'ai pas vu encore. Et un grand container où ils ont stocké de quoi tenir plusieurs semaines. On y a enfermé l'outillage dont nous avons besoin. On y a enfermé les groupes électrogènes. On y a enfermé le reste de réserve de mon nourriture qui est là-haut, qui avait le stock dans ma chambre, puis celui-ci me porte à 60 jours. Donc voilà, dans ce conteneur, on y trouve tout ce qu'il faut pour vivre à 20 personnes. Chaque week-end, Claude, un ancien militaire, reprend du service bénévolement pour préparer ses troupes à survivre après une catastrophe. La survie, c'est une question d'entraînement. C'est pas je joue à la PlayStation pendant des semaines et d'un seul coup une catastrophe arrive, je vais sur le terrain et je survis. Vous n'y arriverez pas. Et pour survivre dans la nature, il y a du matériel que Claude aimerait bien que chacun possède. Je vous invite tous dans votre panoplie d'avoir votre propre arc. Vous êtes capable de défendre, de chasser, mais surtout d'être efficace. Tends-moi l'arc. Un arc, c'est très utile. Encore faut-il savoir le manipuler. Allez, tends-moi cet arc, il va me tuer un sanglier. Mais tout le monde ne semble pas encore prêt à ramener son repas d'une partie de chasse. Claude aimerait pourtant que ses stagiaires soient tous capables de manipuler cette arme. Car s'ils veulent survivre dans la nature, il leur faudra peut-être confectionner ce piège redoutable, fait d'un peu de bois, de ficelle et bien sûr d'un arc. Dans les montagnes de l'Aude, nous retrouvons nos stagiaires. Ils ont déboursé 500 € chacun afin de découvrir le grand mystère de Bugarache. Ce jour-là, Serge, l'organisateur, a prévu un petit jeu les yeux clos
pour mieux percevoir la magie supposée des lieux. Et les règles sont très simples. Je vais l'amener vers quelque part où je vais lui faire ressentir, et elle va faire travailler son sens du toucher. Alors, à l'aide de ses seules mains, la stagiaire doit deviner ce qui se présente à elle. Et apparemment, elle est en totale communion avec la forêt. Je peux lui lâcher les mains un petit moment. Voilà. Ça, c'est un... L'élève a reconnu l'arbre, rien qu'en le touchant. L'enseignement de Serge semble porter ses fruits. Puis c'est au tour du reste du groupe de se frotter à cet exercice de haute volée. Si Serge tient absolument à ces exercices, c'est qu'il est convaincu que quelques semaines plus tard, ses élèves devront faire face à de grands changements. Astrologiquement, au 21 décembre 2012, la Terre elle est complètement dans le prolongement du grand soleil de notre galaxie. Et, alors que d'habitude, il y a toujours des planètes, des étoiles entre, etc. Et donc on est arrosé d'une énergie super puissante. Et l'énergie des lieux serait telle que Serge nous promet pour très bientôt une rencontre étonnante avec des êtres surnaturels. Au 3e jour de stage, nous faisons quelques kilomètres pour retrouver notre petit groupe en plein préparatif pour des rencontres du 3e type. Car les montagnes qui nous surplombent regorgeraient de créatures mystérieuses que Serge semble très bien connaître. Ici, il y a beaucoup de monde qui habite dans cette forêt. On n'est pas tout seul. Il y a beaucoup d'élémentaux. Les élémentaux, c'est les fées, les lutins, de petites fées partout. Et pour Luc, pas question d'en rire. Il n'y a rien de plus sérieux. Et voilà, c'est merveilleux avec parce que les enfants, ils voient les fées, ils jouent avec les fées. C'est pas des conneries, quoi. Je veux dire, c'est de la réalité, quoi. Nous voilà donc partis à la chasse aux fées. Pour les débusquer, rien de plus simple. Notre spécialiste connaîtrait l'endroit idéal. S'il y a une fée dans cet arbre, ne m'en demandez pas plus. Je sais qu'il y a une fée dans cet arbre. Voilà, parce que je la sens. Pour que la créature de légende daigne se montrer, il faut maintenant lui rendre hommage. On fera peut-être un petit hôtel ici, ça serait sympa. Qu'est-ce que vous en pensez qu'on fasse un petit hôtel? On va enlever les vieilles feuilles. Reste à cueillir quelques plantes, mais attention, Serge tient à ce que ses troupes y mettent les formes. On demande à une plante, à une fleur, si elle veut bien qu'on la ramasse. D'accord? Si c'est pas le cas, on la remercie pour son sacrifice. Voilà, hein, d'accord, on la remercie. L'attrape-fée est en place, il n'y a plus qu'à patienter. Mais après de longues minutes, toujours rien à voir, et ce n'est vraiment pas de chance, car un autre groupe, lui, en aurait aperçu. Et la première année où je suis venue ici, c'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que on a senti cette fée, et il y a un des stagiaires qui a eu cette intuition de prendre une photo. Il a pris une photo. On a regardé la photo, et il y avait clairement sur la photo la tête de la fée. C'était clair, on a tous regardé la fée, c'était une évidence, c'était une tête absolument magnifique. Mais cette preuve a disparu. Et ensuite, quand il nous envoyait à chacun la photo, la fée avait disparu. Serge a toujours réponse à tout. Et si ce jour-là nous n'avons rien vu, c'est bien sûr de notre faute. Nous serions bien trop bruyants. Tout à l'heure, j'ai rien ressenti. Tous les ans, je ressens voilà, lutins, fées, tout ça. Je dis pas que c'est vous, je sais qu'en 2012, il y a plein de gens, n'importe qui viennent, qui font n'importe quoi. Donc c'est pour ça que cette balade, je vous demande qu'elle soit entre autres silencieuse et sacrée. Les stagiaires se contentent de cette explication. Ils boivent les paroles de Serge. Mais s'ils ont déboursé 500 € chacun, ce n'est pas tant pour les fées et les lutins. Ce qu'ils sont venus vivre ici, c'est l'ascension du mont Bugarache, où leur sera peut-être révélé le grand mystère de la fin du monde. Le lendemain, après 5 jours de stage, c'est parti pour la marche que tous attendent de pied ferme. Et pour bien ressentir l'énergie supposée du lieu, Serge a demandé à ses stagiaires de se mettre en jupe.
car le Bugarache aurait des propriétés exceptionnelles. Alors ici, c'est quand même un endroit sacré pour beaucoup de personnes. Il y a des chamans du monde entier qui viennent faire des rituels, tout ça, là. Vraiment de tous les pays du monde, quoi. C'est connu comme un vortex planétaire, en fait, un endroit très important. Cette montagne abriterait donc une source d'énergie venue de l'espace. Alors on est parti? Oui! Sous ce relief accidenté, seraient même habilement dissimulés des vaisseaux extraterrestres. C'est le mont Cardou qu'on voit ici, qui semblerait-il est peut-être aussi une base intraterrestre, puisque certaines fois on voit des grandes colonnes d'air au-dessus, qui seraient éventuellement des points d'entrée dans la Terre pour les vaisseaux. C'est attesté, il y a même des gens qui rentrent en communication avec des puissances extraterrestres ici sur le mont, c'est même pas si difficile que ça. Serge semble parfois ne pas être vraiment convaincu par ce qu'il raconte. Mais pas question de décevoir ses élèves, avides de surnaturel et de théories sur la fin du monde. Alors il va nous faire de nouvelles confidences. Il y a des gens qui pensent que si se passe des événements graves, on viendra les chercher avec des vaisseaux. Et comme ici, il y a une base intraterrestre, si tu veux, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas vivre en surface de la Terre, ils vivent à l'intérieur. Alors, avec des extraterrestres sous leurs pieds... Sur l'autre côté de là où on était, on passe dans une autre dimension. Pas question pour ces stagiaires de s'aventurer dans le coin sans quelques précautions. Un changement au niveau vibratoire sur lequel il va falloir s'aligner. C'est comme l'électricité. Si ton installation est pour du 120 et que toi tu fais du 120 et qu'on la change pour du 240, il faut que toi tu changes pour pouvoir être adapté au 240. Sinon tu vas disparaître, ça va sauter. Mais ce jour-là, le ciel se déchaîne et personne n'atteindra le sommet tant convoité. Non, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on redescende dans le couvert feuillu d'où on vient là. De toute manière, avec les rafales de vent, on va pas aller jusqu'en haut, hein. Au final, le seul petit être vert que nos stagiaires auront aperçu pendant leur séjour, c'est ce lézard. Serge, lui, finira la semaine avec 5 000 € en poche. Mais au petit jeu de la fin du monde, certains parviennent à gagner bien plus d'argent, des professionnels de l'apocalypse qui transforment la peur en des montagnes de billets. Aux États-Unis, pays très religieux, la peur du jugement dernier fait partie de la culture populaire. Alors en ce moment, le business de la fin du monde peut rapporter de petites fortunes. Et à ce jeu, Jim Bakker fait figure de champion. C'est un moment important. Dieu nous parle. Jim Bakker, un télévangéliste sulfureux, condamné il y a 20 ans pour escroquerie, et qui mélange sans complexe religion et téléachat. Sa recette pour gagner de l'argent, faire peur à ses ouailles. Ces dernières années, les catastrophes sont de plus en plus fréquentes. Pensez à Katrina, pensez à Haïti, pensez à l'Indonésie. Le grand tremblement de terre n'est pas encore arrivé. De bien plus terribles se préparent. Avec leurs déclarations alarmistes, Jim Bakker et ses hommes font monter la pression. L'apocalypse serait imminente. Heureusement, le révérend Bakker a tout prévu pour aider les heureux rescapés. Cette offre contient 8 seaux de nourriture, l'équivalent de 2200 repas, de quoi nourrir 2 personnes pendant un an. Un kit très pratique pour survivre après la fin du monde. En temps de crise, vous pourrez échanger ces paquets contre de petits articles, des vêtements, de l'essence, une réparation chez le garagiste ou même une coupe de cheveux. Des rations de survie ou même un groupe électrogène vendu en musique. Business et religion, un cocktail détonnant et qui fait vendre. Appelez maintenant. Soyez prêts. Pour gagner de l'argent avec 2012, le révérend Bakker ne fait pas dans la dentelle. D'autres vendeurs, eux, préfèrent rester plus discrets et proposent des articles encore plus surprenants. Pour rencontrer l'un de ces businessmen de la peur, il faut s'enfoncer dans les grandes plaines au cœur du Kansas. Car c'est au milieu de nulle part qu'a choisi de se cacher Ed Pendon pour affronter les cataclysmes
qu'il redoute depuis des années. Malgré ses airs babacool, Ed Pendon est un vendeur hors pair. Car cet Américain de 50 ans est un redoutable homme d'affaires qui transforme les craintes d'apocalypse en billets verts. Nous vendons un type d'immobilier très particulier. On vend des structures enterrées. On a déjà réalisé 54 ventes de bunkers et on vit dedans, bien sûr. Depuis près de 30 ans, c'est sur cette base militaire désaffectée qu'Ed et son épouse ont élu domicile. Là où, durant la guerre froide, l'armée américaine stockait ses missiles nucléaires, ils se sont construits un terrier bien douillet où ils se sentent à l'abri. C'est notre réserve de bois. On le brûle pour se chauffer l'hiver. Et on en a presque assez pour l'hiver prochain. Cette base souterraine, suivez-moi. L'endroit rêvé pour tous ceux qui redoutent qu'un jour, le ciel leur tombe sur la tête. Car au bout de ce tunnel, Ed dispose d'une cachette ultra sécurisée où il attend de pied ferme la fin des temps. Au-dessus de nos têtes, il y a ça de béton. Un demi-mètre. Comme dans les murs d'ailleurs. Et 1 mètre de terre au-dessus de tout ça. Ed a donc choisi d'affronter une éventuelle apocalypse, là où elle aurait pu se déclencher il y a une trentaine d'années, pendant la guerre froide. Ça, c'est le panneau de contrôle des lancements. Ça ressemblait à ça au début des années 60. Malheureusement, les gros boutons pour lancer les missiles ont été enlevés avant qu'on arrive. Mais il n'y en avait que 2, disons pour Moscou et Saint-Pétersbourg. Pour s'offrir un tel endroit, Ed Pendon n'a même pas eu besoin de casser sa tirelire. L'armée américaine a tout bradé quand ses bases sont devenues obsolètes. Rien que la structure a coûté aux contribuables 3 300 000 $ en 1960. Nous, on l'a eu pour 40 000 $ en 1983. On se dit qu'on pourrait en tirer une belle somme aujourd'hui. Revendre des bunkers comme le sien et au prix fort, un métier qui rapporte maintenant gros à Ed Pendon. Et ce matin, il va peut-être à nouveau gagner quelques dizaines de milliers de dollars, car c'est un acheteur potentiel qui cherche à le joindre. Vous payez cash? Ed a le sourire, c'est bien un client. Ah, c'est une bonne nouvelle. En même temps, ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas moi qui vends. Je suis juste l'intermédiaire. Ed Pendon se frotte les mains. Depuis plusieurs mois, son téléphone n'arrête pas de sonner. Car plus le 21 décembre se rapproche, et plus la panique semble gagner du terrain. La fin du monde, c'est très bon pour le business. Je pense que 2012 a fait ressurgir beaucoup de craintes. Vous avez toutes ces prophéties mayas. Et puis à la télé, on n'arrête pas de parler de tous ces phénomènes, de tous ces désastres qui pourraient se produire. Comme cette planète qui rentrerait dans notre système solaire pour y causer pas mal de dégâts. Ça rend les gens nerveux. Ils s'imaginent plein de choses. Et le 22 décembre, ses clients réaliseront peut-être que c'est en vain qu'ils ont dépensé une petite fortune. Le problème, c'est que certains risquent de perdre bien plus que de l'argent, car c'est carrément leur vie qu'ils s'apprêtent à jouer le 21 décembre prochain. Au sud-ouest des États-Unis, près de la frontière mexicaine, la petite ville de Sedona, 11 000 habitants. Sedona, c'est la capitale américaine de l'ésotérisme. Car ces montagnes dégageraient une énergie surnaturelle d'origine extraterrestre, un peu comme à Bugarache. Alors forcément, aliens et ovnis font partie du quotidien de la ville et y attirent d'étranges visiteurs depuis plus de 60 ans. Parmi eux, Peter, il a tout quitté pour venir vivre ici, attiré par une force mystérieuse.
Je crois que je suis déjà venu ici avant. Je crois qu'il y a quelque chose à Sedona qui m'appelle et j'ai une affinité particulière avec le mont Bell Rock. Je pense que c'est un organisme vivant, tout comme la ville de Sedona. Je pense que d'anciens dieux sont prisonniers de ces montagnes. Peter est obsédé par les extraterrestres. À Sedona, il n'est pas vraiment le seul. Mais Peter, lui, est en danger de mort. Car à ne plus s'intéresser qu'à 2012, il a fini par en perdre la tête. Et une étrange théorie a vu le jour dans son esprit. Un mélange de prédictions mayas, d'aliens et d'ésotérisme. Elle ressemble à une cloche, non? Vous êtes devant. Peter est persuadé que cette montagne, qu'il contemple chaque jour, dissimule une porte vers les étoiles. Le 21 décembre 2012, un portail va s'ouvrir quelque part dans cette montagne. Il va y avoir des énergies d'une fréquence particulière qui viennent du centre de la galaxie. Elles vont créer des portails et l'un d'entre eux va s'ouvrir quelque part par là. Un portail qui, à 11h11, va me mener au centre de la galaxie et, je l'espère, à la source de notre réalité. Peter prévoit donc de se jeter dans le vide pour ensuite voyager dans l'espace, persuadé qu'il ne s'écrasera pas au sol. Mais il lui reste quelques détails à régler avant de faire le grand saut. Alors ce week-end-là, c'est répétition générale pour Peter. Alors, prêt pour une petite marche? Je suis prêt, je suis prêt. 3 de ses amis l'accompagnent. Pas question pour eux de laisser Peter tout seul sur ces sommets, même s'il tente de se persuader qu'il ne sautera pas le pas. Je ne pense pas qu'il va le faire. J'en ai le sentiment. Je le connais bien. Il ne le fera pas. Enfin, j'espère. C'est sa décision. Moi, j'écoute tout ce qu'il dit pour essayer de comprendre ce qu'il a en tête. Mais je ne vais pas sauter pour faire comme lui. C'est hors de question. Alors, en attendant le grand jour, ses amis préfèrent encore s'amuser des dangereuses théories de Peter. Et si le portail s'ouvrait aujourd'hui? Eh bien, on y va tous et on prend sa caméra pour filmer. Comme ça, après, quand on revient, on met tout sur YouTube. Malgré ses sourires, Peter est un peu inquiet, car il a quelques difficultés à terminer l'ascension du petit pic de Sedona. Soit on va tous au sommet, soit personne n'y va, ok? Pas question pour Peter de traîner la patte, car le jour J, il veut être parfaitement affûté pour réussir son envol. Le 21 décembre 2012, je dois être au top de ma forme. Alors je dois grimper au moins 2 fois par semaine maintenant, peut-être 3, pour être en forme physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Être en pleine forme pour en finir avec la vie, cela paraît incroyable. Mais Peter est très sérieux et tient à son voyage dans l'espace afin de sauver l'espèce humaine le 21 décembre 2012. Nous vivons dans une réalité simulée et c'est comme un programme d'ordinateur cosmique qui serait infecté par un virus. Et je dois retourner à la source de cette simulation si je veux neutraliser le virus et restaurer l'équilibre naturel des choses. Peter se voit donc comme le sauveur d'une humanité victime d'un virus qui l'aurait contaminé. Et pas question que quiconque l'empêche d'accomplir sa mission. Alors notre homme tient à brouiller les pistes. Il se peut que nous ne soyons pas au bon endroit et que cela se passe ailleurs qu'ici, car il commence à y avoir pas mal de monde qui s'inquiète de ce qui va se passer. Il pourrait appeler la police pour faire évacuer la montagne, et j'aurais besoin d'un plan de secours, d'un autre endroit qui serait le bon. Ici, c'est peut-être juste une diversion. Peter a tout prévu, et il est persuadé qu'il ne court aucun danger, car une fois qu'il aura sauté dans son portail magique, il sauvera l'espèce humaine, puis reviendra sur Terre. Venez dans le cercle. Nous voudrions remercier Bell Rock pour nous avoir autorisés à y grimper et n'avoir blessé personne. Merci. Je veux remercier mes amis de m'avoir accompagné aujourd'hui
et j'espère qu'ils le referont avant le 21 décembre 2012. Peter n'a plus que quelques semaines devant lui avant de passer à l'acte. En attendant le 21 décembre, il a décidé de vivre seul, loin de sa femme Suzanne, qu'il ne voit plus que par écrans interposés. Hey, tu sais que la Lune va passer devant Mars dans 16 minutes? Les planètes et son voyage dans le cosmos, Peter ne pense plus qu'à ça. Suzanne, elle, a bien du mal à cacher sa tristesse. Ses croyances ne sont peut-être pas les mêmes que les miennes. Mais il peut faire ce qu'il veut. C'est son libre arbitre. Mais je pense que la mort, c'est une transition, de manière spirituelle. Sur Terre, nombreux sont les illuminés qui, comme Peter, risquent de commettre des actes fous pensant venue la fin du monde. Alors, pour mettre un terme à ces craintes d'apocalypse, les scientifiques les plus réputés ont dû se résoudre à prendre la parole. Pour savoir que penser des prédictions de fin du monde, nous nous sommes rendus à la NASA, l'agence spatiale américaine. Et c'est Don Yeomans qui nous reçoit, un scientifique de renom qui multiplie les interviews pour rassurer les terriens. Et ce que nous dit Don commence par nous inquiéter. En ce moment, le soleil gronde dangereusement. Voilà un exemple d'éruption solaire. Là, c'est une explosion qui libère de l'énergie magnétique et propulse des particules, protons, électrons, dans l'espace. Impossible de le prédire, mais cela se produit quand le Soleil a un grand pic d'activité. Des éruptions qui atteignent jusqu'à 75 fois la taille de la Terre, et depuis 2 ans, elles projettent vers nous de puissantes radiations. Mais ce n'est pas la première fois, et la Terre est bien protégée. Ces éruptions sont un faux problème. Elles arrivent tout le temps. Et la Terre a un champ magnétique qui n'est pas troué. Alors, ces particules solaires sont réfléchies par ce champ magnétique qui protège la Terre. Et ce qui agace le plus notre scientifique, c'est cette histoire de calendrier Maya dont le terme annoncerait la fin des temps. Car pour Don, ce n'est rien d'autre qu'un simple calendrier, comme tous les autres. Tout d'abord, le calendrier Maya ne s'arrête pas le 21 décembre 2012. Pas plus que le nôtre ne s'arrête le 31 décembre. Ce qui se passe, c'est que le calendrier Maya a un cycle de 5125 ans qui va se terminer et un nouveau va commencer. Tout comme le nôtre qui reprend chaque 1er janvier. C'est juste un cycle, pas la fin. Mais Don a beau se démener pour rassurer les populations, les craintes de fin du monde restent vives. Pour les pros 2012, c'est maintenant l'heure des derniers préparatifs. Dans quelques semaines, ils vivront le grand frisson du 21 décembre. Le compte à rebours poursuit sa course.